Mesdames et messieurs, il est 19h32. J'ouvre la séance, les autres vont arriver. J'espérais que la mine n'est pas coincée par nos amis agriculteurs, ils ont levé le camp. J'espère pas me bloquer. Bien, je vais faire l'appel nominal. Alors, Monsieur Bloch, présent. Madame Bédouré, présente. Monsieur Mussotte donne le pouvoir à Monsieur Louis. Madame Caillès, Présente. Monsieur Louis, Présent. Monsieur Pratt arrive. Monsieur Caillès, Présent. Madame Bonsoeur, Présente. Monsieur Dubourdieu devrait arriver. Monsieur Audéma, Présent. Monsieur Maucouvert, Présent. Monsieur Traoré devrait arriver. Monsieur Grasse donne le pouvoir à Monsieur Trabucussac. Monsieur Trabucussac. Présent. Isabelle Leroy n'a pas dit. Monsieur Gara. Présent. Madame Chadour donne le pouvoir à Monsieur Gara. Madame Lyon. Madame Lyon s'excuse, elle s'est trompée d'arriver. Elle ne pouvait pas se libérer à 7h30. Donc, elle est arrivée une heure trop tôt. Bien, nous avons le quorum pour délibérer. Je vais vous présenter l'ordre du jour du conseil municipal. Alors, on va désigner un secrétaire de séance. Y a-t-il des candidatures pour le secrétaire de séance de ce soir, le dernier de l'année? Un petit effort, là, une petite volonté. Bien, Monsieur Caillès, y a-t-il d'autres candidats? Non. Je mets au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Alors, concernant l'approbation du procès-verbal de la dernière séance du 17 décembre, de novembre, il n'y a pas eu de modification à apporter. Je mets au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci, à l'unanimité. Alors, là, je disais, l'ordre du jour, la D80, c'est la demande de subvention auprès de l'État dans le cadre des travaux de rénovation de la halle de Trippefeld, année 2026, c'est la priorité numéro 2. La délibération 81, c'est l'acquisition de la parcelle F0031 à Monsieur Guinabert dans le cadre du projet du nouveau centre de premier secours, l'intervention de premier secours. La D82, c'est la désaffectation et déclassement du domaine public et cession d'une parcelle cadastrale B732 à Monsieur Stéphane Molinier. La D83, c'est la convention de mise à disposition de la licence 3 de débit de boisson. La D84, c'est la subvention exceptionnelle pour Amitié Barsac-Sénégal. La D85, ça concerne le budget d'assainissement, décision modificative pour alimenter l'opération 11. Et en suivant, il y aura les dernières questions diverses de l'année. Bien. Je vais donc porter à votre connaissance les différentes décisions qui ont été prises par moi par délégation du conseil municipal. Il y a la révision du loyer du cabinet médical au 1er décembre 2025. Il y a le virement de crédit au budget commune, et la SARP, passage caméra et hydrocarbures rue des écoles. Hydrocurage, pardon. Hydrocarbures, j'ai dit. Ah, ça, c'est le problème qu'on a eu déjà avec l'hydrocarbure. C'était pas au même endroit. Chauffe énergie, remplacement circulateur, chaudière au niveau de la mairie. Et il y a aussi des virements qui ont été crédités, donc pour des opérations de rééquilibre concernant des postes où il n'y a pas besoin de prendre de DM, puisque nous sommes au-delà, c'était à la ligne budget, pas la ligne, au chapitre. Donc ça, on a pu faire basculer les sommes dont on avait besoin pour régler les divers dossiers qui étaient demandés par la DGFiP. Voilà, donc
et vous aurez le document sous les yeux, il vous sera transmis. Bien, donc c'est concernant la première délibération, c'est la demande de subvention pour le projet de rénovation et réhabilitation de l'Halle pour la DETR 2026, c'est la priorité numéro 2. Donc, il est bon, malgré tout, même s'il y a des élections municipales qui sont pour 2026, c'est de pouvoir prétendre à ces subventions si on veut pouvoir les obtenir. Donc, comme je vous le rappelle, on a droit à une DETR, voire 2, en fonction de l'enveloppe dont dispose monsieur le sous-préfet. Comme il nous a été conseillé par ses services, il nous faut faire la demande cette année pour pouvoir faire la restauration de l'Halle concernant la DETR. Y a-t-il des questions par rapport à ça? Vous avez le montant sous les yeux, le montant estimé. C'est un montant qui a été, je dirais, à la demande des services différents, autant pour la région que pour les fonds FEDER européens. Ils nous ont demandé qu'ils soient surestimés par rapport à ce qu'ils étaient dès le départ, pour pouvoir, si c'était le cas, puisque ces travaux sont prévus davantage pour les années 2027, qu'ils puissent être absorbés si les montants devenaient être supérieurs à l'enveloppe qui avait été prévue au départ. Donc, au départ, on était sur 250 000 ou 260 000 euros d'estimation fait par le cabinet d'études avec l'architecte Florent Ollier. Donc là, il avait gonflé comme l'avaient demandé les services de l'État. Voilà pourquoi il n'y a pas de surprise par rapport à ça. Comme il nous expliquait, on sera très loin de ces sommes-là, mais on peut comprendre que pour pouvoir s'assurer la possibilité de toucher les subventions et les fonds tels qu'ils ont été demandés, on a acquiescé, il n'y a pas de problème là-dessus. Y a-t-il des questions par rapport à ça? Question sur la priorité, vous dites que c'est priorité numéro 2. Quelle est la priorité numéro 1? Peut-être qu'on l'a déjà voté, je sais plus. Oui, c'était la cave là, la première partie, la grande rue. Okay. Là aussi, qui a été saucissonnée en plusieurs parties à la demande du département et de monsieur Pouget, que je remercie encore une fois pour les services qu'il nous a rendus et son analyse et toute son expertise sur ce dossier. Il connaissait ça par cœur, donc ça nous a permis de saucissonner et de pouvoir demander des subventions. Je vous rappelle que cette année, on a demandé la subvention aussi DETR pour la deuxième tranche de la CAB, puisqu'on était obligé de faire en 2 parties la grande rue pour pouvoir toucher le maximum de subventions. Mais par contre, la réalisation s'est faite en une seule fois. Donc les travaux n'ont commencé, la continuité des travaux de la première tranche, c'était jusqu'en septembre, et vous n'avez rien vu évidemment, puisque la continuité s'est faite, mais la seconde partie telle qu'elle était prévue, la tranche, devait se faire qu'après le mois de septembre, ce qui a été fait comme convenu. Mais par contre, on a demandé les subventions aussitôt de la deuxième tranche pour pouvoir les réaliser. Donc tout ça sera validé l'année prochaine. Et donc ça, c'est la partie de DETR pour la halle, pour une réalisation possible en 2027. C'est pour ça qu'il faut la demander maintenant. Et pour laisser la place en 2027 à d'autres demandes de DETR pour ne pas bloquer quoi que ce soit pour qui que ce soit. Voilà, y a-t-il d'autres questions? Je mets au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Alors, la D81, c'est l'acquisition de la parcelle F0031 à monsieur Guy Nabert dans le cadre du projet de nouveau centre de première intervention. Donc, je vais vous lire. Monsieur le maire rappelle aux membres du conseil municipal la nécessité de déplacer le centre de première intervention de Barsac pour assurer une situation géographique plus proche de la forêt et offrir aux pompiers des locaux récents, plus vastes et davantage adaptés à leurs besoins. Monsieur le maire ajoute que le projet du nouveau centre se situerait sur la parcelle F0031 au grand plan d'une superficie de 1 hectare 185. Cette parcelle appartient à monsieur Pierre Guinabert qui souhaite la vendre à la commune pour un montant de 3 € le mètre carré, soit 30 000 € pour l'hectare. Le propriétaire prend en charge les frais de bornage. Je précise que pour cet achat, le service des domaines a été saisi, mais n'a pas rendu d'estimation du fait de montant du terrain inférieur à 180 000 €.
Il propose aux membres du conseil municipal de confirmer le montant proposé par le propriétaire actuel, soit 30 000 € pour l'ensemble de la parcelle. Enfin, je vous indique que la commune aura recours à la procédure de l'acte administratif pour procéder à l'achat. Il pourra recevoir et authentifier l'acte. Il propose que M. Philippe Bloch, premier adjoint, représente la collectivité dans ce dossier. Donc, après avoir délibéré, c'est d'approuver l'achat du terrain pour le projet du CPI, donc d'acheter cette parcelle à M. Pierre Guinabert pour un montant de 30 000 €, et d'approuver le recours à la procédure de l'acte administratif et d'autoriser M. Philippe Bloch, le premier adjoint, à signer pour le compte et au nom de la commune tous les actes relatifs à cette vente. Y a-t-il des questions par rapport à ça? Oui. J'ai une question, c'était juste de vous faire, si vous pouviez nous faire un état de vos connaissances sur l'avancement du dossier, c'est-à-dire où on en est par rapport au département, quelles sont les assurances qu'on a eues, quelle est la répartition du budget à venir, enfin, comment ça s'organise en quelque sorte, dans quel délai? Alors là, aujourd'hui, l'accord a été donné par le SDIS pour qu'il y ait une construction de la caserne pour fin 2027. Pourquoi? Parce que 2025 et 2026, tous les budgets du SDIS sont bloqués. La seule caserne qui sera fléchée, comme l'a annoncé le commandant du sud-Gironde des pompiers, ça sera pour Barsac. Voilà, c'est la seule réalisation et seul investissement qui sera fait au niveau du SDIS, c'est Barsac. Je rappelle simplement que, puisque j'ai entendu, oui, mais avec tout ce que coûtent les autres casernes et tout ça, non, alors c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Vous n'êtes pas censé ignorer que chaque fois que vous avez des réalisations, des investissements, comme par exemple, je vais prendre Bazas, qui sont en cours de réalisation, les budgets sont déjà fléchés, et ce sont des budgets qui sont déjà préparés, et ils ne sont pas remis en question. Donc, pour le SDIS, tout 2025 et 2026, il n'y a pas d'investissement de prévu, tout est bloqué, mais la seule réalisation sera à Barsac pour 2027. Le plan de financement se préparera en 2026, concernant la mutualisation par rapport au projet tel qu'il est, puisqu'ils doivent eux aussi de leur côté affiner, tout ça sera fait tous ensemble. Mais d'une façon, sans parler de chiffres, quel est l'investissement qui revient à la mairie, quels sont les coûts de la mairie, c'est-à-dire le terrain, j'ai bien compris. Est-ce qu'il y a d'autres coûts qui seront dans ce projet? Les coûts qui seront dans le projet, c'est simplement de pouvoir mettre à disposition un bâtiment dont tout le bardage sera à la charge du SDIS, d'accord, et tout l'aménagement intérieur concernera le SDIS. L'aménagement extérieur, c'est-à-dire tout ce qui va promettre, en gros, c'est 3 000 mètres carrés qui sera mis à disposition du SDIS, et 3 000 mètres aussi pour les ateliers municipaux, et 4 000 mètres carrés seront la zone tampon qui sera boisée, puisqu'il faut être vertueux par rapport au bâtiment qui représentera à peu près 1 200 mètres carrés, lui, mais à peu près 1 500 mètres carrés, qui sera imperméabilisé, d'accord? Donc, le département tient aussi au fait qu'on puisse être vertueux, et je pense tout comme nous, de façon à ce que il y ait 4 000 mètres carrés qui soient replantés, boisés, qui viennent faire tampon avec la vigne. On va pas aller demander aux viticulteurs de reculer de 20 mètres tout ce qui est viticulture. Ça, c'est hors de question. Mais le bâtiment, il y a plusieurs options qui sont à l'étude aussi avec le SDIS, puisque le but, c'est de pouvoir faire un bâtiment qui sera fonctionnel autant pour eux que pour nous. Je veux parler par là de la zone de l'aire de lavage qui va être commune. On va faire en sorte que tout ce qui touche l'assainissement soit commun, et pas un assainissement fait par la mairie, un assainissement fait par le SDIS, tout ça sera commun. Il y aura une entrée commune et une barrière qui sera faite de façon commune, de façon à minimiser les frais de chacun. Là aussi, juste pour rappel, mais au même titre que pour la caserne de Bégueil, il sera demandé à toutes les communes voisines des nôtres qui vont être desservies par le CPI de Barsac, parce qu'il y a un accompagnement financier, puisque je vous rappelle, la mairie accompagne la caserne de Bégueil sur l'investissement. Et petit rappel aussi, à l'époque, il n'y avait pas eu prévu de rond-point.
à la sortie de Bégueil, et toutes les communes avaient de nouveau été sollicitées, et nous avions participé là aussi à hauteur de 8 000 € pour la construction de ce rond-point. Voilà. Donc le but, là aussi, comme le disait le président du département, Jean-Luc Glaise, et M. Vermeulen, le secrétaire général du SDIS, c'est que les communes riveraines soient sollicitées, comme ça a été le cas donc pour Bégueil, pour minimiser les coûts. D'autres questions? Oui. Oui. Je voulais savoir, cette parcelle, on est bien dans la zone d'appellation ou pas? Oui, tout à fait. Est-ce qu'on a demandé à l'ODG? Bien sûr. C'est en cours? Est-ce qu'ils sont... Ça a été... Ils l'ont voté ou pas? Alors, ça a été demandé, et j'ai appris vendredi qu'il y avait une petite erreur de la part, puisque c'est l'INAOCA qui nous a appelé, il y avait une petite erreur concernant ce terrain-là, et le rectificatif a être fait, puisque j'ai vu vendredi, en fin de matinée, la directrice de l'ODG venir et m'expliquer qu'il y avait eu une petite erreur par rapport à ce terrain, parce qu'ils ont pensé que nous demandions une expansion encore plus importante de ce terrain, ce qui n'était pas le cas. Donc, elle va écrire à l'INAO pour rectifier le tir. Voilà. Ça va être déclassifié de la zone d'appellation. Oui, ça va être fait parce que c'est dans le cadre du PLUI par rapport à la caserne des pompiers. C'est dans le PLUI, sauf que c'est une zone prioritaire. D'accord? C'est un STECAL qui est une zone prioritaire. Donc, on règle le problème là. Ça y est. Très bien. Oui. J'ai une autre remarque à faire concernant cette délibération. Donc, il y a du projet de nouveau centre de première intervention. Donc, on apprend qu'il y aura aussi des ateliers municipaux. Merci de nous préciser. C'était pas tout à fait clair dans la présentation. Vous envisagez de faire les ateliers municipaux dans le cadre, à côté de ce bâtiment. C'est ce que je comprends. Oui, parce que vous savez où sont les ateliers municipaux et la zone inondable, vous la Je connaissez. ne suis pas en train de débattre sur l'opportunité de le faire. Mais moi, je vous explique. Je suis en train de vous dire que c'est pas dans la délibération que ça aurait été. Je suis en train de vous expliquer par rapport à ça, et c'est de se dire aussi que nous n'avons pas la possibilité d'avoir d'autres terrains, malheureusement, que ceux-là en zone non inondable, et que nos ateliers municipaux, qui sont exigus, malheureusement, eux le sont aujourd'hui. Donc, c'est de se dire aussi que c'est une opportunité de pouvoir déplacer ces ateliers municipaux et de les mettre dans une zone qui restera accessible, quoi qu'il se passe, et même s'il y a des inondations. Et le propre aussi de ce projet, c'est par rapport au SDIS, après ce que nous avons connu, alors pas directement, mais les incendies, c'était aussi la condition sine qua non pour qu'il y ait un déplacement de casernes qui tiennent vraiment la route, c'était de se rapprocher de la zone de la forêt, d'avoir la proximité avec l'autoroute pour que les véhicules de secours puissent très rapidement se rendre sur les zones de feux de forêt si besoin était. Donc ça, et en bordure de la départementale. Alors du coup, on se retrouve à répondre à tous les critères, c'est pour ça que le SDIS l'a validé. Et le fait aussi de pouvoir, de déplacer ces ateliers municipaux, c'est de se dire que s'il y a de nouveau des incendies comme ce qu'on a vécu, c'est de pouvoir leur mettre à disposition un espace suffisamment grand qui sera une base de repli pour les pompiers et qui en avaient bien besoin et qui malheureusement n'en avaient pas pour les feux de forêt de l'Ambirance. D'autres questions? Bien. Je mets au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. La D82, c'est la désaffectation et le déclassement du domaine public et cession d'une parcelle cadastrée B732 à monsieur Stéphane Moulinier. La commune de Barsac est propriétaire de cette parcelle cadastrée B732, située lieu-dit La Baquère, d'une surface de 665 et de nature cadastrale définie en taillis. Je dirais qu'avant qu'elle soit taillie, bon nombre de nos agents municipaux par le passé ont nettoyé plus souvent un dépotoir, des zones où tout s'entassait et de tout le monde, et même de certaines chez nos riverains voisins de notre commune, où c'était la part belle tout à fait en bas, on y faisait ce qu'on voulait. Donc, on a été sollicité pour une demande d'acquisition de cette parcelle. On l'avait
par convention, elle avait été mise à disposition pour qu'elle soit entretenue et nettoyée. Je me rappelle avoir souvent entendu dire que par nos agents communaux à l'époque, que malheureusement, quand on est allé dedans, on passait beaucoup de temps pour nettoyer, passez-moi l'expression, une merde, et qu'on ferait mieux de se débarrasser de ce lieu-là, puisque de toute façon, personne n'en voulait. Évidemment, c'est en zone inondable. Donc la proposition qui vous est faite, c'est d'approuver le prix de vente à 400 € conformément à l'avis des domaines qui nous ont rendu là, sollicité au mois de juin, qui nous ont rendu un avis le 3/12, alors qu'ils nous ont pas rendu un avis pour l'achat du terrain pour le SDIS. Ouais, bon, c'est comme ça, c'est le SDIS, c'est pas la première fois qu'ils nous demandent pas ou qu'ils nous donnent pas leur avis sur les demandes qui sont formulées par nous. Bon, y a-t-il des questions par rapport à ça? Moi, c'était plus une remarque s'agissant de la vente à un employé communal. C'est pas un employé communal. Monsieur Stéphane Moulinier n'est pas un employé communal. Alors, je pense que c'est une erreur parce que normalement, c'est à monsieur, c'est pas à monsieur Stéphane Moulinier. Ouais, c'est marqué comme ça. Pardon, erreur. Donc, Erreur. ouais, ça fait, excusez-moi, ça fait cadeau. Hein. Oui. Non, mais c'est une erreur parce que c'est pas à monsieur Stéphane Moulinier. Ah, super. C'est à son père. Donc la délibération est à reprendre. Ouais, tout à fait. Donc là, alors c'est une erreur là parce que c'est pas Stéphane, c'est monsieur Moulinier. Père. Y a-t-il des questions par rapport à ça? Le bornage, c'est qui le paye? C'est eux. 100 €, c'est nous? Non, c'est eux, c'est pas nous. Bon, Après, le bornage, il est déjà délimité là-bas, concernant le terrain, puisque lors de la convention, me semble-t-il, on avait été obligé de faire borner. enfin, bon, Et il a été reborné parce que sur l'ensemble du terrain, il y a les bornes de chaque côté, et après c'est la délimitation qui est communale entre le chemin qui nous appartient à moitié avec Ilas, sur le bas. Enfin, ma remarque, je confirme ma demande de reporter cette délibération puisqu'elle n'est pas conforme à ce qui va être fait. Si ce n'est pas M. Stéphane Moulinier, il ne faut pas que la délibération soit à son nom, d'autant plus que c'est un employé communal. Nous allons la reporter parce que justement, malheureusement, c'est une erreur de notre part là, mais elle sera reportée au prochain conseil municipal, pas de problème. Mais vous avez bien compris, c'est une erreur. On assume, c'est pas monsieur Stéphane Moulinier. On peut, enfin, je ne sais pas, oui, bien sûr. Ouais, ok. Bien. C'est la D83, c'est la convention de mise à disposition de la licence 3 de débit de boisson. Je rappelle au conseil municipal que nous détenons une nouvelle licence 3 de débit de boisson, puisque là aussi on récupère l'ancienne du Chronos, inutilisée depuis plus de 5 ans en fait, et qui nous permet aujourd'hui d'en avoir une qui a été mise à disposition par la préfecture. Je vous rappelle que c'est pas nous qui décidons, c'est la préfecture. Là aussi, donc nous allons la mettre à disposition de Surela, qui exploite les locaux de la MVB, qui s'est positionné pour l'exploiter. Je vous rappelle simplement qu'il n'y a aucune obligation pour la mairie de mettre à disposition une licence. Le but, puisqu'elle n'en possède pas, et que, puisque la MBB n'est pas un local qui appartient à la commune, mais qui est de l'ordre du privé, puisqu'il appartient au syndicat, il aurait été préférable que ce soit le syndicat qui mette à disposition une licence, puisque c'est un bâtiment qui leur appartient, et ça aurait été beaucoup plus simple pour les exploitants. Donc nous allons, le but c'est de leur mettre à disposition, puisque elles animent quand même un commerce sur la commune, le font des efforts qui sont quand même relativement importants. Ce que je vous propose, c'est qu'on leur mette cette licence 3 de débit de boisson à titre gracieux. Ce qui veut dire que il n'est pas à demeure pour le syndicat. C'est-à-dire que le jour où elles arrêtent, la licence revient dans le giron de la collectivité. Ils n'appartiennent pas à la MVB. Mais comme j'ai déjà dit au syndicat, il serait bien à un certain moment que le syndicat possède sa propre licence pour mettre à disposition
plus gérant. Alors, je leur souhaite à toutes les deux qu'elles puissent vivre longtemps et qu'elles puissent exploiter ce commerce très longtemps. Mais si tel n'était pas le cas, il serait de bon ton quand même que ce soit le syndicat qui en soit propriétaire. Ça serait la moindre des choses. Donc nous, on fait l'effort de leur mettre moi je vous propose qu'on leur mette à disposition à titre gracieux. Y a-t-il des questions par rapport à ça? Oui, j'ai envoyé un petit mot ce matin, je ne sais pas si vous l'avez reçu, concernant la convention qu'on a reçue, qui est différente de celle que les preneurs ont. C'est-à-dire que la convention que mesdames Lanneuses, c'est ça leur nom, ont, n'est pas la même que celle que nous avons reçue en copie. Elle diffère dans ses articles 6, 7, 8. Donc on va regarder parce que Ce ne sont pas les mêmes. Enfin, on va regarder, mais donc le but c'est qu'on puisse on modifiera en ce sens s'il y a des choses à modifier. Le but c'est qu'elles puissent en bénéficier le plus rapidement possible. Et c'est pour ça que là, elles vont aussitôt après, c'est-à-dire le mode va revenir lundi. Lundi, elle enverra tous les documents à la préfecture de façon à ce qu'elle puisse avoir à disposition cette licence 3 de façon légale. Voilà. Parce que là, je voulais dire, débit de façon, oui, on n'a pas la même. Et ça, c'est dommage qu'on va être sur un document qui ne sera pas le même. Non, mais en fait, là, après la convention, aujourd'hui, ce que l'on vote, c'est la possibilité de leur mettre à disposition la licence. Et après, il y a la convention. D'accord? Y a-t-il des questions? Autre question que celle-là? Je mets au vote qui s'abstient, qui est contre. Merci pour elle. Alors là, c'est la subvention exceptionnelle pour Amitié Barsac Sénégal. Philippe, je te laisse la présenter, s'il te plaît. Donc, Amitié Barsac Sénégal a fait une demande de subvention exceptionnelle pour l'organisation de son festival qui s'est tenu en septembre 2025. Alors, pourquoi la commission association a donné un avis favorable seulement le 9 décembre 2025? Parce qu'entre-temps, le dossier n'était pas complet. Donc, on a attendu que le dossier soit complet pour pouvoir prendre une décision. Le dossier a été enfin complété début décembre. Nous avons pu nous réunir le 9 et donner un avis favorable donc, à la subvention, qui, je le rappelle, était d'un montant supérieur à 4 000 €. Mais au vu des éléments du bilan de son festival, on a estimé que 4 000 € était largement suffisant pour venir en aide et subvenir à la demande de subvention exceptionnelle. Donc voilà, donc je vous propose d'attribuer la subvention exceptionnelle de 4 000 € en faveur de Amitié Barsac Sénégal. Voilà. Y a-t-il des questions? Oui, moi je voudrais faire une déclaration à ce sujet. Ça ne va pas être très long, mais je pourrais vous la lire. Depuis plusieurs années, la demande de subvention exceptionnelle de l'association Barsac Sénégal est faite dans des conditions qui ne sont pas conformes à la réglementation. La loi impose que toute association recevant des fonds publics fournisse un compte rendu détaillé de ses comptes ainsi que l'utilisation des subventions accordées. Je n'ai pas eu de compte rendu détaillé. Cette obligation est d'autant plus impérieuse que l'association est reconnue d'intérêt général et que ses donateurs bénéficient d'un avantage fiscal. La mise en place d'une commission chargée d'étudier les demandes de formuler un avis pour le conseil municipal allait dans le bon sens, mais elle n'a curieusement pas été réunie pour ce dossier, sinon vaguement par téléphone, et réunissant M. le maire, mais ses blocs et grâce. Si j'en crois les informations qui m'ont été fournies à ma demande, car j'ai demandé effectivement des compléments d'information, les seuls éléments constables qui m'ont été communiqués par l'association sont le total des dépenses et des recettes, sans indication précise de leur nature. Cette demande de subvention dont le caractère n'est plus exceptionnel, mais annuel, est en fait destinée à combler un déficit de l'organisation d'un festival dont la finalité devrait être de dégager des financements pour engager les actions prévues dans l'objet de l'association, qui, je vous rappelle, l'association a pour but de lutter contre le paludisme et les maladies infantiles, d'aider les femmes enceintes, d'améliorer la scolarisation et l'accès à l'eau. C'est ce que l'on dit sur la page de l'association. Je ne voudrais pas que mes propos laissent penser que nous ne sommes pas attachés à l'existence de ce festival dont nous apprécions la qualité. Et je le répète, nous ne pouvons
pas et nous ne devons pas attribuer une subvention qui représente près du quart du montant des subventions distribuées cette année aux associations de la commune, sans avoir une connaissance précise de son utilisation. J'ajoute pour l'ensemble de mes collègues qui sont montré que l'attribution de cette subvention dans ces conditions d'opacité est totalement illégale, d'autant plus qu'elle s'adresse à un membre de notre conseil municipal. Durant le conseil municipal du 30 septembre 2024, nous nous étions abstenus lors du vote de la délibération dans l'espoir que des améliorations seraient enfin apportées à la nécessaire rigueur qui doit encadrer selon la loi la distribution de subventions aux associations. Nous ne voyons aucune avancée vers une plus grande transparence. Notre groupe Avançons pour Anversac votera contre cette délibération et nous demandons que cette déclaration soit transcrite au procès-verbal de la séance. Vous allez donc enlever la présence de Monsieur le maire, puisque Monsieur le maire n'était pas présent. Donc vous allez l'enlever. Alors j'ai eu mon compte dans le compte rendu. Monsieur le maire n'était pas présent. Je me suis pris dans le compte rendu alors. Monsieur le maire n'était pas présent, il est là en sa qualité de maire, il vous dit en face, il n'était pas présent, donc vous ne pouvez pas m'ajouter. Je m'excuse d'avoir fait l'erreur, je pense que j'avais toute erreur. J'avais mal compris le procès-verbal succinct qu'on m'a adressé. Donc, tu veux... C'est une déclaration, elle lui appartient, après tout, il a le droit de faire une déclaration. Rien d'autre à ajouter. Très bien. Bon, Patrick n'est pas là, mais comme il fait partie de cette commission et que chaque fois il s'exprime, on profitera de l'occasion prochaine pour qu'il puisse s'exprimer, parce que on ne parlera pas en son nom, ça, c'est une évidence. Non, oui. moi je voulais un peu juste intervenir aussi un peu sur ce sujet. Ça fait quand même la 4e année consécutive qu'on paye le déficit du festival. Donc 2022, c'était 2500 €, 2023, 2500 €, 2024, 2500 €, aujourd'hui 4000 €. Donc ça fait 11 500 € qu'on a versé pour le festival, pour un festival déficitaire. Donc je pense qu'il faudra se poser les bonnes questions, parce qu'avec ces 11 500 €, on aurait pu quand même servir à améliorer l'objet de l'association, c'est-à-dire apporter la scolarité, l'accès à l'eau, aider les femmes enceintes. Voilà, je pense qu'il faudra vraiment se poser les bonnes questions, voir avec la mine s'il n'y a pas autre chose que de faire un festival déficitaire, quoi, parce que l'argent que la commune donne ne va pas là où elle devrait aller. C'est tout, voilà. Là aussi, je ne répondrai pas, j'entends ce que tu dis. On ne va pas répondre à la place de la mine. Je regrette qu'il ne soit pas là aujourd'hui, parce qu'il aurait été bon qu'il puisse répondre. On lui avait expressément demandé, et on a fait la réunion du conseil municipal à 19h30, justement pour qu'il puisse répondre aux questions qui étaient les vôtres. Et nous, pas à sa place, parce qu'on n'est pas là pour répondre à ça. Je suis désolé, mais un président d'association n'intervient pas en sa qualité de président d'association quand il siège dans un conseil municipal. On doit même sortir de la salle au moment de la délibération. Au moment de la délibération et du vote. Et du vote. Bon. Du vote, pas de la délibération, du vote. Si, il ne doit pas prendre part au débat pour ne pas influencer. Mais alors, c'est quand même quelque chose de dire ça, M. Gara, parce que me semble-t-il, vous l'avez quand même, à quelques reprises, vous l'avez asticoté concernant cette délibération, c'est pas la première fois. Non, c'est donc sûr. aujourd'hui, non, je me rappelle le moment où il y a eu quand même les gros yeux, et il était très en colère. Et vous avez continué à parler après dehors. Donc, il est de bon ton, à un certain moment, de reconnaître les choses. Notre assemblée nous permet aussi de parler et de délibérer. C'est pas la première fois que je vois dans cette assemblée, depuis 30 ans que j'y suis, des présidents d'associations qui siègent aussi dans ce conseil municipal. Donc, on n'a jamais interdit à ce qu'il y ait de la discussion, et surtout pas moi. Donc, s'exprimer ne veut pas dire faire obstruction à tout, bien au contraire. Par contre, excusez-moi, mais je n'ai pas terminé. Ce que je veux dire par là, c'est que je regrette que, comme je vous l'ai dit, l'ami ne soit pas là. On va faire en sorte que le prochain conseil municipal il puisse être présent pour répondre à toutes vos questions. Parce que c'est de son devoir de vous répondre par rapport à tout ça. Et écoutez, si vous avez d'autres questions à lui poser en dehors de ce conseil municipal, ou vous l'avez peut-être déjà fait, je n'en sais rien, mais toujours est-il que si vous l'avez déjà fait, je suppose qu'il n'est pas au courant des propos que vous venez de tenir, qui vous regardent, qui sont les vôtres, comme l'a dit Philippe. Bon, par rapport à ça, je rappelle aussi une chose concernant les subventions des associations. Vous n'êtes pas sans oublier que nous avons aussi soutenu Libre Cours,
Et ce que vous avez dit là, c'est la même chose pour Libre-Cours et que bon nombre d'associations qui se sont retrouvées à un certain moment en déficit et pour lesquelles nous avons abondé financièrement pour leur permettre de se renflouer aussi. Ce n'était pas l'objet de Libre-Cours. Non mais, je veux dire par là, c'est d'amener de l'argent pour le Sénégal. C'est marqué. Peu importe, Voilà, à un certain moment, la vie associative, vous la connaissez tout aussi bien que moi, on n'a jamais pour autant laissé tomber une association qui était dans la difficulté. Je vous dis, moi, ça fait 30 ans que je suis à la mairie et j'ai jamais vu une association être laissée pour compte par la mairie parce que elle n'a pas su venir en aide quand elle avait besoin. Après, vous en pensez ce que vous en voulez, je peux le comprendre. Je suis pas en mesure de répondre aux questions qui sont les vôtres par rapport à l'association. Je ne suis pas membre de l'association, donc je ne me permettrai pas, au même titre que pour la commission, puisque je n'y étais pas, je peux pas vous dire il s'est dit ça, ça et ça, d'accord. Mais là, écoutez, vous questionnerez la mine la prochaine fois, parce que malheureusement, je vous dis, je le vois pas dans cette salle. Donc la prochaine fois. Je peux juste apporter une réponse que vous disiez tout à l'heure. Je me suis entretenu avec la mine de ce sujet avant de venir ici pour lui dire quelle serait ma position. Les choses sont tout à fait claires entre nous. Sur ce dossier, je continue à penser que c'est pas notre rôle de financer les déficits d'un festival, que nous l'organisons. Très bien. Je mets au vote. D'autres questions, non? Non, c'est bon. C'est pour le vote. Je mets au vote qui s'abstient. Alors, il y a une attention. Patrick. Une attention pour Patrick. Voilà. Alors, on le note. Qui est contre? 2, 3. Merci. Lors du prochain conseil municipal, si la mine est présente, on pourra, avant le conseil municipal, l'interviewer en tant que président, et lors du conseil, quand il y aura la délibération, il sortira, il ne participera pas au vote. Est-ce que cela vous convient? Alors, la D85, c'est le budget assainissement avec la décision modificative pour alimenter l'opération 11. Donc là aussi, c'est un jeu d'écriture comptable. Ça vous est présenté, vous l'avez sous les yeux, le virement de crédit suivant la dépense et d'investissement. Tout ça a été validé évidemment par la DGFiP et Madame Deleu. Y a-t-il des questions par rapport à ça? Je mets au vote qui s'abstient, qui est contre. Merci. Alors, dans les questions diverses, puisque l'ordre du jour est épuisé, je prends la question de Monsieur Benoît Trabuc-Puissac. Est-il possible de nous faire un point de situation sur le troupeau de moutons, objet du don? Alors, il y a 8 brebis qui composent le troupeau, 0 mâle. Ah, bien. Ça évitera les petits. Il y a donc ces 8 femelles et il y a un petit qui devrait être à naître et qui sera après sevrage transféré au parc animalier Sud-Gironde, comme convenu. Oui, il peut y avoir un petit, c'est pas mal. Mais parce que la magie. c'est l'opération du Saint-Esprit. Voilà, la magie. Bon. Concernant le terrain où se trouve le troupeau, il est assez grand et la SPA et le vétérinaire ont effectivement validé le périmètre mis à disposition du troupeau. L'abri a été agrandi selon les préconisations de la SPA lors de son accompagnement. Le troupeau est nourri selon les consignes données par le vétérinaire, monsieur le docteur Dirson, qui les suit. Les traitements vétérinaires sont faits, vermifuges, taille, tout est fait, les identifications, déclarations et traitements, coupe de cornes, tout a été fait selon les consignes du carnet sanitaire fourni par la DDP de la préfecture. Donc, le point financier sur le coût d'entretien du troupeau est de 884,57 €. À l'année? Oui. Y a-t-il d'autres questions par rapport à ça? Donc, tout est très bien suivi, hein. Très bien. Il vaut mieux s'attacher le suivi des bonnes personnes pour que ça soit parfait et clair pour tout le monde.
Donc, vous concernant, il n'y avait pas d'autres questions, on aura pu le dire au départ. Madame Nyon souhaite savoir où seront matérialisées les places de stationnement pour personnes handicapées. Il en existait 3 avant les travaux. Combien et où maintenant? Donc, les places de stationnement PMR sont situées devant chez Madame l'alimentation générale, donc chez Dolores. L'autre est devant à moitié de la rue du 11 novembre, à hauteur de chez Madame Gourgue, ex de Feito, pour le plus ancien, pour situer. Je parle de la maison, je ne parle pas du cabinet. Et les 2 autres sont situés ici. Ce qui concerne les marquages au sol, ils ne seront faits que courant janvier, dès que le temps le permettra. Voilà, il faut pas qu'il y ait d'humidité, puisque... Ça fait donc 4. Oui, il y a 4 places PMR au total, oui, pardon, 4. Et juste, en fait, il faut savoir que la loi, elle est simple, c'est, on a droit à la signalisation horizontale ou verticale, c'est la loi. S'il y a les 2, c'est parfait, mais une seule signalisation qui correspond à la loi. Pour ne pas dégrader l'espace tel que nous l'avons au niveau des 2 places PMR Colclair, au niveau de Dolores et de Madame, à hauteur de Madame Gourgue, il y aura que la peinture au sol et pas le panneau, parce que le panneau, il n'est pas facile à positionner. Et comme on disait avec Dolores, si on peut éviter de le mettre contre le mur, si jamais les gens ne voyaient pas que la peinture au sol vient matérialiser la place PMR, à ce moment-là, elle nous donnera l'autorisation de pouvoir poser par commandement un panneau qui indique, mais bon, c'est vrai que ça ne ferait pas forcément très très bien, le marquage au sol, je pense, suffira, parce que c'est la loi. Ça reprend l'ancienne place. Oui, alors là, l'ancienne place était un peu plus loin. Elle était un peu plus loin. Là, ça tombe pile devant l'entrée, ce qui est bien. Et concernant les autres, ben, il y a les panneaux qui l'indiquent. Il y aura aussi le marquage au sol, mais il y a les panneaux qui l'indiquent. Ces places PMR sont-ils conformes? Oui, oui, parce que le CRMA, comme vous le savez, qui régit tout ça, nous impose, et ce qui est normal, à ce que tout soit conforme. Oui, c'est conforme. La chose qui a été améliorée, c'est par rapport à l'entrée en marche arrière. Et pourquoi en marche arrière? Je vais y revenir, mais en marche arrière, par rapport à celle qui est le plus en face aujourd'hui de Bonavero. Vous le savez, Bonavero va arrêter et le cabinet médical n'existera plus. Mais cette partie-là était un peu trop... si vous avez quelqu'un qui se gare mal sur le parking, eh bien ça vient... c'était un peu un point bloquant si vous avez un véhicule PMR à Lyon qui transporte des personnes en fauteuil roulant pour les faire descendre. Donc du coup, on a rogné, on a vu ça jeudi matin à la réunion de chantier, de façon à ce qu'ils puissent rogner, et la ganivelle a été posée plus loin, de façon à ce que le véhicule puisse avoir beaucoup plus d'aisance de manœuvre, et ce qui a été contrôlé, et qui fait que, voilà, ce qui fait que le véhicule peut se garer en toute conformité à la place PMR. Sans manœuvre superflue. Voilà, sans manœuvre compliquée. Bon, voilà. Donc tout ça a été rectifié. Et l'espace qui est au sol où normalement il y avait les plantes sera, je crois que c'est de la, ils vont le compacter, mettre de la kaki, enfin, ils vont faire en sorte que ça soit dur pour que les véhicules puissent passer dessus. Bien. Oui, la dimension pour permettre à un véhicule qui transporte des personnes en fauteuil roulant, c'est au minimum 7 mètres. On a 8 mètres sur la longueur. Mais il est préférable que le véhicule soit en marche arrière, c'est la raison pour laquelle vous rentrez dans ces places de parking en marche arrière, pour permettre aux personnes handicapées qui sont déchargées des véhicules, descendues des véhicules, soient descendues en toute sécurité sur un espace dévolu rien que pour eux. Bien, concernant Monsieur Gara, durant les travaux de réfection de la rue du 11 novembre, l'activité des commerces situés sur cette voie a été perturbée et leur fréquentation a subi une baisse parfois importante. De plus, les clients ont souvent pris de nouvelles habitudes dans leurs achats, si bien que malgré la fin des travaux, certains commerces n'ont pas encore retrouvé leur niveau de fréquentation antérieur. Il me paraît juste de prévoir un dédommagement financier de la commune pour compenser les pertes de chiffre d'affaires
et surtout de marge que ces travaux ont occasionné. Envisagez-vous de proposer au conseil municipal un tel dispositif d'indemnisation amiable que notre groupe Avançons pour Barsac serait décidé à voter? Non. Vous avez des chiffres, nous, ça avance. Les chiffres, c'est les commerçants qui peuvent les donner. C'est pas moi. Bien. Vous posez la question, vous avez. Non, mais il y a je veux dire, je me sers dans les commerces du village, comme j'espère la plupart d'entre nous, et j'entends un certain nombre de choses par rapport aux hypothèses de chiffre d'affaires, et je vois ce qui a été fait dans d'autres villages. Par contre, quand on ouvre une procédure, ça ne veut pas dire qu'on va dépenser de l'argent, ça veut dire qu'on questionne simplement les commerçants pour savoir s'ils ont une baisse d'activité, de chiffre d'affaires, de marge, et si ça les a pénalisés ou si ça continue à les pénaliser. Donc le fait d'ouvrir une procédure d'indemnisation ne veut pas dire qu'on va y attribuer un budget s'il n'y a pas de sujet, si tout le monde est content, que ce soit déroulé comme ça. Vous n'êtes pas assez savoir si tout le monde était content. Si je parle aux gens, mais si vous voulez, il y a des gens qui ne disent peut-être pas la même chose qu'à moi, je ne sais pas. Je veux dire, c'est une enquête de police que vous faites là. Moi, je dis simplement, on ouvre. Est-ce qu'on ne peut pas ouvrir une procédure d'indemnisation? Vous énoncez des faits. Non, j'annonce des faits parce Donc, dans les faits, que les chiffrer vos faits. des commerçants me l'ont dit. Mais c'est pas à moi de vous dire qui me l'a dit et comment et dans quelle On ne proportion. vous demande pas qui, on vous demande combien. Là, je vous dis que c'est pas à moi de vous dire, mais c'est insensé ça. Je vais pas vous donner des chiffres. Vous leur dites, les Mais chefs. je vais pas vous donner des chiffres. Moi. Bien. Je dis, est-ce qu'il y a une procédure d'indemnisation possible? Je vois pas ce qu'il y a de scandaleux à envisager une procédure d'indemnisation quand on a pénalisé le commerce. Pour de bonnes raisons. C'est On va pas pénaliser pénalisant. de combien, c'est. Mais c'est pas moi qui l'ai. Mais la procédure, vous savez comment ça marche, la procédure d'indemnisation? Non, je sais pas, mais quand j'avais un Il y a toute une étude à faire. C'est une étude à faire, on demande Alors, des chiffres. Si on répond tous, tout va bien, on n'a pas de problème, tout va bien. La vie est belle. Bien. Donc, mais c'est pas moi de Si vous me permettez, je vais répondre, puisque la question m'a été posée, je vais vous répondre. Bien sûr. J'ai, évidemment, été voir, comme ce doit se faire, j'ai été voir tous les commerçants, et comme me l'ont souligné les commerçants, si on a eu quelque chose à te demander, Dominique, on serait venu te voir. On ne va pas attendre Pierre, Paul, Jacques pour venir nous dire ce que l'on doit faire. D'autant plus que l'entreprise, et je la salue et je la remercie encore une fois, parce que l'entreprise a joué vraiment le jeu. C'était ouvert tout le temps. C'était ouvert, qui plus est, par le parking du stade, qui permettait à tout un chacun de pouvoir accéder librement. Et j'en veux pour preuve, et je peux le citer, puisqu'il m'a dit que je pouvais le citer, c'est Éric Guichenet qui m'a dit que sa belle-fille avait pris l'habitude maintenant d'aller se garer au parking du stade, que ça la faisait pas plus s'éloigner, et quand elle venait se garer tant bien que mal, devant le parking de sa mère et de Éric. Donc, de la rue du Docteur Roux. Donc, en fait, là aussi, par rapport à ça, c'est pas comme si nous n'avions aucune possibilité d'accéder. Concernant la boulangère, c'est peut-être elle qui a été la moins pénalisée. Dolores, qui était à proximité, a aussi profité des autres parkings qui étaient à proximité. On ne peut pas, comme ils me l'ont dit, venir vous dire aujourd'hui, monsieur le maire, que nous avons été pas pénalisés par les travaux. On ne parle pas du tout de la même chose qu'avec notre commune voisine, où là, malheureusement, l'impact n'est pas le même, pas du tout le même. Je peux vous dire même de combien l'enveloppe a été, elle est prévue pour Prégnac, puisque c'est 15 000 € qui ont été prévus annuellement, mais on n'est pas du tout dans les mêmes problématiques et les mêmes enjeux. Voilà, mais l'étude qui a été faite chez eux a été bien encadrée et c'est par rapport à certaines demandes, le nombre de jours où ils ont été pénalisés, là, il y a tout un tas de choses qui sont prises en compte, mais je vous le dis, vous le redis, par rapport à nos commerçants, aucune demande n'a été formulée et je leur ai dit que s'il y avait des demandes à formuler, qu'il fallait qu'ils les adressent à la mairie et qu'elles seraient étudiées. Et il n'y a aucune demande, et je recite encore Eric qui m'a dit, déjà, je te le dis, pour ma part, et il n'y aura pas de demande formulée. Voilà, j'ai répondu aux questions. Très bien, j'en prends acte. Mais vous pouvez en prendre acte, parce que tout comme vous, je me déplace aussi chez les commerçants et je le sais. Il y a donc un double discours. Écoutez, le double discours, il peut être celui que l'on interprète. Oui, non, L'interprétation qu'on peut faire des discours. J'interprète rien, j'écoute. Ben oui, vous écoutez, c'est très bien. Bon, là, question si les suivante. commerçants ont quelque chose Pardon. à dire, le message est clair, c'est enregistré. Ah oui, ben, tout à fait. Bien sûr, tout à fait. On y va assez souvent pour avoir le retour. Dimanche, Pas dans leur pays.
Je pose la question, je ne suis pas en train de dire. Si vous avez dit clairement qu'ils vous ont dit qu'ils Oui, avaient absolument, obtenu je dis, bien sûr, parce qu'on me l'a dit, moi. On me l'a dit, moi. On me l'a dit. Donc, je veux dire, ils osent pas, j'en sais rien. C'est tout ce que je dis. Pour ça, je pose la question. Voilà, je ne dis rien. Désolé. Je dis rien. C'est pas méchant. Hein. Non, c'est pas méchant. Oui. C'est le même sur le problème. Bien, je salue l'arrivée de la minute qui pourra donc s'exprimer après la séance du conseil municipal, donc on n'aura pas à attendre le prochain conseil municipal, messieurs. Donc, la question de Madame Chadon. Nous avons été informés par les représentants des parents d'élèves qu'une semaine de test du service du midi a eu lieu, passant de 3 à 2 services. Comment pouvez-vous expliquer que cela a été possible alors que depuis de nombreuses années, vous affirmiez que cela ne l'était pas? Nous avons un personnel donc mieux formé aujourd'hui, mieux organisé. Un travail préparatoire a permis de réquisitionner l'organisation, de re-questionner l'organisation à 2 services. Juste un petit rappel par rapport à la volonté des agents que nous avions suivis par rapport à la période Covid. C'est à partir de cette période Covid que on nous a imposé les 3 services et de supprimer 2. Vous connaissez les raisons, on va pas revenir dessus. Il fallait diviser le nombre d'enfants pour avoir moins de présence et de contact entre les uns et les autres. Ce qui a été le cas. Et à l'époque, le Covid passant, on avait aussi sollicité Frédéric Chastouilly, notre cuisinier, pour savoir s'il était bon de continuer comme ça ou pas. Il trouvait que, dans un souci de bruit, et permettre plus de flexibilité aussi pour les repas, pour la distribution des repas et tout ça, il était plus simple de rester comme ça. Donc nous avions accepté qu'il en soit ainsi. Donc d'autres questions ont été reposées par les parents d'élèves au dernier conseil d'école et on s'est rapproché encore de Frédéric. On lui a dit, bon Frédéric, il y a de certaines insistances de la part des parents d'élèves. Serais-tu prêt à essayer de nouveau et après tu nous diras, mais avec l'ensemble du personnel, si vous, c'est faisable ou pas. Est-ce que c'est gérable ou pas? Puisque, je rappelle, c'est eux qui font le travail, pas nous. Et ça a été le cas. Donc, du côté de cette expérimentation, tout le monde se dit, on va faire l'essai, apparemment. Ils ont, et moi j'ai dit, ok, puisque c'est vous qui faites le travail, donc je m'en remets à vous. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, ils ont dit, à partir du mois de janvier, nous allons le faire jusqu'à la fin de l'année. Ça sera une grande période de test. Et si tout ça est très concluant, ça sera l'occasion de revenir à 2 repas, puisque la cantine à Barsac était sur 2 repas. Moi, je l'ai toujours connu à 2 repas, quoi. Hein. 2 services. Donc, 2 services. Oui, c'est 2 services, voilà. Donc, après, il ne faut pas oublier que le temps de repas va être de 45 minutes. C'est sûr qu'il est plus long, mais moins de temps dans la cour. Donc, puisqu'on en a dit, mais on va réduire le temps dans la cour. Alors, oui, par obligation, puisque 45 minutes de repas, ça réduit. Après, ça fait partie aussi des petites contraintes qu'on peut avoir, mais si les enfants, et si ça ravit tout le monde, il n'y a aucune raison que ça ne puisse pas bouger, mais sans la volonté des agents, on n'est pas obligé de tout imposer systématiquement, parce que je suis le maire, j'impose, et je dicte une loi. Non, c'est eux qui travaillent, on s'en remet à eux, et c'est quand même préférable qu'il en soit ainsi. Bien, ça c'est par rapport à cette question-là. Y a-t-il d'autres questions diverses? Non, il n'y en a pas d'autres. Donc, par rapport à cette mise en œuvre définitive à la rentrée de janvier, il y a un courrier qui sera adressé aux parents avant le départ en vacances. Donc, je suppose que tout ça a été fait. Voilà. Bien. Alors, l'ordre du jour est épuisé, mais il est 20h26.